Avec beaucoup d'honneur, donc, je vous reçois dans les Alpes ce soir. L'invitation du conseil départemental, de sa présidente que je salue, merci Yann. Merci d'avoir choisi Saint-André pour faire ces rencontres. Bilan de mi-mandat. Donc la salle est nombreuse, c'est bien. Félicitations, il y a des élus, il y a des riverains, il y a du monde, on va dire qu'il y a du monde. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir que le conseil départemental qui, vous le verrez dans la discussion tout à l'heure, dans le panneau, à droite à gauche, devant derrière, il y a donc des gens qui donnent toute l'année pour que le territoire puisse vivre. Donc je vous demanderai de les applaudir pour ça. Il y a aussi beaucoup de gens de la ville, du village et des alentours. Donc c'est une preuve que ça intéresse tout le monde. Voilà. Donc je ne vais pas faire plus long que ça, parce qu'il y a pas mal de présentations et de discours. Merci en tout cas de nous avoir invités, merci d'avoir choisi Saint-André, et donc à la prochaine. Merci. Merci Monsieur le maire. J'invite Maurice Logier, président de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon. C'est le micro. Excusez-moi Maurice, quand on intervient un peu ça, c'est ça. Madame la Présidente. Ici à Saint-André-les-Alpes, siège de la communauté de communes, et aux côtés de Serge Frateau, le maire, bien évidemment. Donc, c'est la deuxième réunion. La première a eu lieu vendredi à Notes. Ça a été un beau succès. Les retours sont positifs, bon, il faut le dire, hein, c'est bien. Et aujourd'hui, c'est la deuxième réunion de ce bilan mi-mandat sur le territoire de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon. Et je sais que vous parcourez un peu tous les territoires. Donc finalement, vous avez choisi l'itinérance. Et l'itinérance, c'est quelque chose qui est cher à mon cœur, qui me parle beaucoup. Parce que nous, notre ADN, un petit peu, à la communauté de communes, c'est d'aller vers les habitants, aller dans les territoires et non pas leur demander de venir, quelle que soit la thématique. C'est le mien aussi, l'ADN. Mais j'allais y venir, et je ne doute pas, et je sais que c'est quelque chose qui vous est cher. Et un exemple, le dernier en date, c'est le soutien, par exemple, du département, alors dans le cadre des France Services d'une manière générale, mais de la France Service itinérante, qui est soutenue par le département et qui va au cœur des villages pour amener les services, et c'est quelque chose qui a un vrai succès. Et donc, je pense qu'on partage ces mêmes choses. Donc, merci beaucoup, Eliane, pour ce que vous faites et pour avoir initié cette tournée, je dirais, qui permet et aux élus et aux habitants d'être dans ce type de réunion. Simplement pour conclure, moi, je voudrais, et je pense que je peux me faire l'interprète des maires qui sont dans cette salle, saluer la qualité des relations qu'il y a avec le département, la qualité du travail qu'on fait ensemble, hein. Et c'est quelque chose qui se fait au quotidien et qui est important, je voulais le dire. Et puis remercier bien évidemment sur le soutien du département, sur les projets qui soient intercommunaux. Et ici à Saint-André, s'il fallait un exemple, à quelques mètres de nous, il y a la halle des sports, que nous avons construite, qui a été inaugurée il y a un peu plus d'un an, et où le département est venu de manière forte pour soutenir cet investissement. C'est la salle multiculturelle dans le cadre du nouveau siège de la communauté de communes qui est aussi soutenue par le département. Voilà pour les projets intercommunaux, puis pour la commune. Ici, dans cette salle, on a fait une rencontre sur le contrat départemental de solidarité territoriale, mon cher Michel, et on a vu le nombre de projets, leur richesse, leur diversité qui ont été amenés, et ça a démontré le dynamisme, effectivement, de cette communauté de communes, mais de toutes les communes de ce territoire, les 41 qui chacune ont des projets qui me paraissent très importants, et c'est comme ça qu'on va avancer. Voilà, moi je vais pas être plus long, mais je souhaitais vous donner ces deux éléments qui me paraissaient importants. Vous remercier, merci pour l'action du département, merci d'une manière générale. Un bilan de mi-mandat qui est essentiellement sur le périmètre de la communauté de communes Provence-Alpes-Verdon. Nous avons fait le choix d'aller sur chaque périmètre de communauté de communes. Donc nous allons faire à minima 8 communautés de communes, mais vu qu'on multiplie par 2 ou par 3 à certains endroits, on fera 12 réunions de mi-mandat. Ici, dans votre communauté, on a prévu de faire Anote et Saint-André-les-Alpes. Et donc c'est la deuxième réunion ce soir, et on va essayer d'être clair. Moi, je voudrais vous dire, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que, en fait, le département joue un rôle essentiel
dans votre quotidien, mais manque quelquefois de visibilité ou de notoriété sur ses compétences. Donc à quoi sert son département? À quoi sert? Quelles sont ses missions? C'est précisément ce que j'ai souhaité dès le début de mon mandat expliquer et diffuser. Le département joue un rôle essentiel dans votre quotidien et face aux aléas de la vie. Nous accompagnons les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les familles en difficulté et nous protégeons l'enfance. Nous sommes aussi responsables des bâtiments des collèges et de l'alimentation de nos collégiens. Et ici, sur cette communauté de communes, c'est au bas mot 3 collèges qu'il nous faut entretenir pour le bien-être de nos petits collégiens. Nous sommes bien sûr en charge de l'entretien des routes départementales et du développement local, en soutenant l'économie, le tourisme et l'agriculture. Enfin, nous agissons pour l'environnement en protégeant nos espaces naturels et en favorisant la transition écologique. Et bien sûr, nous sommes aussi responsables de nos pompiers qui agissent chaque jour pour votre sécurité. Nous sommes une collectivité de proximité. C'est ce qui me plaît d'ailleurs dans cette collectivité. Et Maurice dit qu'il a l'ADN territoire, terrain, mais je le même. Donc c'est ce qui me plaît. Nous sommes une collectivité de proximité. Nos services sont là pour répondre à vos besoins, vous accompagner dans vos démarches et construire ensemble un territoire plus solidaire, plus attractif et plus dynamique. En juin 2021, vous nous avez accordé votre confiance et je vous en remercie chaleureusement. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de présider ce conseil départemental avec une équipe qui bosse vraiment, qui est très présente. Vous voyez, il y a Michel Dalmacho aussi qui viendra s'exprimer sur l'aménagement du territoire. Tous très présents et très dynamiques. Après de trop nombreuses années de gestion peu ambitieuse, sans réel projet d'avenir structurant, nous avons mis, je crois, un véritable coup de fouet à l'institution. Dès que nous sommes arrivés, nous avons mis en place des feuilles de route. Pour chaque compétence, une feuille de route pour l'ensemble, pour la durée du mandat. Et dans le même temps, j'y reviendrai tout à l'heure, mais dans le même temps, nous avons mis en place aussi un programme pluriannuel d'investissement, donc pour les 7 années de mandat, puisque ce mandat, théoriquement, devrait être de 7 années et non de 6. Nous avons un joyau, une pépite entre les mains. Nous avions l'impérieuse nécessité de le tailler pour être le plus grand des petits départements. Aujourd'hui, à mi-mandat, il est essentiel pour moi et l'ensemble de ma majorité de prendre un moment pour faire le point sur le chemin parcouru, les défis relevés et les projets qui nous attendent encore. Toujours avec proximité, écoute et bienveillance. Il est nécessaire pour moi et l'ensemble de ma majorité de vous rendre des comptes sur le travail accompli durant ces 3 années et demie. Ce mandat, nous l'avons abordé avec détermination, responsabilité et la volonté d'agir concrètement pour améliorer la vie de chacune et chacun d'entre nous. Toujours avec proximité, écoute et bienveillance. Ces 3 années et demie ont été marquées par de profondes transformations et des défis de taille. La reprise économique après la crise sanitaire, sortie du Covid, c'était pas simple. L'inflation qui pèse sur les ménages et les collectivités, les enjeux climatiques et sociaux qui appellent des réponses fortes et durables. Qui plus est, dans notre département tellement riche de sa diversité, face à ces défis, nous avons fait le choix d'une action publique ambitieuse, pragmatique et toujours tournée vers l'avenir. Nous avons agi avec un cap clair, renforcer la solidarité, soutenir le dynamisme de notre territoire, accélérer la transition écologique et améliorer le service rendu aux habitants tout en maîtrisant nos finances. Ce n'est pas le plus facile. Ce bilan de mi-mandat est l'occasion de revenir sur nos réalisations et nos engagements, mais aussi d'affirmer notre volonté pour la suite avec la même énergie et la même volonté de servir l'intérêt général et donc de nous servir. Nous pouvons affirmer avec fierté que nous avons mis le département sur les rails de l'attractivité. Alors, on va... Donc, évidemment, il me revient de vous parler un peu de finances.
D'abord, je ne vous échappe pas, il ne vous a pas échappé, que nous sommes en pleine période de crise politique, économique, avec une faible croissance, avec une inflation record et les guerres à la porte de nos frontières. Les départements ont bien sûr été impactés par cette situation de crise, tous les départements, et nous faisons partie des départements qui s'en sortent plutôt pas trop mal. Il faut que vous sachiez qu'il y a 30 départements qui aujourd'hui sont en très grande difficulté, ce qui n'est pas notre cas. Nous avons été impactés au titre des dépenses, donc des finances, à plusieurs titres. D'abord parce que le gouvernement a décidé l'augmentation du point d'indice il y a 2 ans. Il se trouve que, bon, évidemment, il n'avait pas été révalorisé depuis longtemps. Alors, pour vous expliquer, pour ceux qui ne sauraient pas, le point d'indice, c'est ce qui permet de réajuster les salaires des fonctionnaires. Donc certes, il n'avait pas été réajusté depuis très longtemps, chose que nous, d'un point d'indice, avec 1260 agents, ça fait beaucoup d'argent. Donc nous avons assumé et nous sommes aujourd'hui, bien sûr, nous avons appliqué l'augmentation du point d'indice. Pour 2025, le gouvernement prévoyait 1 milliard de baisse de dotation pour l'ensemble des collectivités, soit 200 millions pour les départements. Alors au départ, on nous avait annoncé une baisse de 7 millions d'euros de dotation, plus tout ce qui se greffe dessus. Je vous ai parlé du point d'indice, mais ce n'est pas la seule augmentation que nous avons subie. Il y a eu aussi l'augmentation de l'allocation RSA. Il y a, à partir de cette année, l'allocation de la retraite, du point de retraite. Donc tout ça fait que nous avons eu des dépenses très conséquentes liées à la masse salariale. Heureusement, ça ne sera pas 7 millions d'euros. Les annonces sont plutôt revues à la baisse. Et donc nous avions bâti déjà notre futur budget en prévoyant ces baisses. Et nous avions demandé à chaque service de faire une économie de 7% pour passer dans les purs que nous imposait le gouvernement. Notre budget, c'est 315 millions d'euros. Nous avons réalisé 71% d'investissements réels supplémentaires de 2021 à 2024. Et cette année, notre budget d'investissement est de 65 millions d'euros, soit 10% de plus qu'en 2024. Pourquoi nous avons réussi à faire ceci? Parce que dès le début du mandat, nous avons commencé à nous désendetter. Et l'objectif, c'était de se désendetter pour pouvoir ensuite faire des travaux et réaliser de nouveaux emprunts. On vous expliquera pourquoi ensuite, puisqu'on a de très gros travaux à réaliser, certains qui sont proches de chez vous. Donc en 2021, quand nous sommes arrivés, il y avait 110 millions de dettes. En 2023, nous sommes descendus à 73 millions de dettes, c'est-à-dire moins 35%. Donc cette année, nous allons pouvoir bien entendu réemprunter, notamment pour les travaux routiers, parce que évidemment, Claude vous en parlera, mais on a des travaux routiers excessivement importants. Bonsoir à tous, je ne vais pas saluer tout le monde, donc je vous salue maintenant. Donc je vais parler rapidement des routes. Donc les routes départementales représentent plus de 2500 km à entretenir et valoriser. 138 millions d'euros mobilisés entre 2021 et 2024 pour améliorer le réseau routier et faire face aux événements climatiques. Nous avons pu réaliser aussi le passage au 90. Dans votre secteur, de la communauté de communes, il y a un seul secteur, c'est celui de Barème, qui a été autorisé, puisque nous avons essayé d'avoir plus de kilométrage à 90, mais bon, la réglementation est assez contraignante et nous avons pu sortir ce document, ce dossier avec 80 km, certes, mais c'est fait et on n'a jamais été attaqué, donc on est satisfait déjà d'avoir pris cette position.
Et sachant qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est quand même surveillé pour voir si on n'a pas augmenté l'accidentologie, mais les chiffres montrent que ce n'est pas le cas. On a création de voies vertes, donc là on a créé quelques-unes, on y travaille, on a beaucoup de projets en cours, mais bon, ça qui verront le jour dans les mois et dans les années à venir. Bon, pour le canton de Castellane, donc plus de 16 millions investis dans les routes départementales de vos cantons, de votre canton. Votre canton, mais bon, c'est vrai que bon, on a quand même le canton de Riez, ce canton. On est élu avec la présidente, on a le petit bout quand même, barème, tout ça, c'est dans la communauté de communes. C'est ça. Donc on est un peu. C'est ça. C'est pas bien. Oh non, il n'y a pas de frontière. Enfin, j'espère. Non, mais nous vous accueillons avec plaisir. Bon, et vos cantons, par exemple, investissement de 2,2 millions pour la construction du viaduc de Bongros à Alos, sur la totalité du financement de ce projet. Le financement à la rénovation des gares ferroviaires d'Anote, Saint-André-les-Alpes, d'Entrevaux, de Thorame-Haute, reliant Digne à Nice. Une maison technique à Castellane. Donc, ça va être dans mon secteur, là par contre, c'est avec 4 centres techniques au plus près du territoire, Castellane, Parel, Saint-André, Alos, Colmar et Entrevaux, qui emploie 66 agents. Bon, alors, c'est que c'est dans la pensée de tous, ici dans le secteur. Bon, les intempéries du 1er décembre 2023 ont été quand même très compliquées pour nous à gérer. Il nous reste quand même, bon, l'ensemble des problématiques ont été réglées sur le département. Il reste encore le sujet du col d'Alost. Nous y travaillons et on s'est engagé, la présidente s'est engagée aussi, à ce qu'on puisse réouvrir au mois de juillet 2025. C'est pas comme ça, hein. C'est que je leur ai mis la pression, je leur ai dit qu'il faut que ça soit ouvert en juillet. Et voilà. Et on fera tout pour que ce soit. Il n'y a pas de problème. Merci, monsieur le conseiller. Madame la présidente. Attends, Magali voudrait rajouter de bricole. Non, peut-être juste pour compléter ce qui a été dit par Claude, encore quelques chiffres quand même, parce qu'il y a eu pas mal de travaux sur notre canton. Il faut savoir qu'un jour, la présidente, quand elle a été élue, elle a pris le col d'Alos. Ça a été le baptême du feu. Et elle m'a dit, non mais ce col d'Alos, il ne peut pas rester en état. C'est pas possible, il n'est absolument pas sécurisé. Donc dès notre élection, il y a eu les premières dépenses qui ont été faites sur le col d'Alos, soit 825 000 € pour la sécurisation du col. Ah non, ça pardon, c'est pour les travaux. Oui, 825 000 € de travaux engagés pour la sécurisation du col d'Alos. Et puis on a connu le glissement de terrain de 2023. Là, sur 961 000 € engagés qui seront donc terminés au printemps, hein, puisque la présidente s'est engagée à ce que ce col d'Alos soit ouvert, vous avez bien entendu, hein, à partir du 1er juillet. Voilà. J'ai pas dit premier, j'ai pas dit juillet. Il va falloir que ce soit contractuel. Les premiers travaux de sécurisation ont coûté plus de 414 000 € quand même. Donc c'est dire, je sais, hein, comme les gens étaient mécontents hein, de la non-ouverture de ce col d'Alos l'été dernier, mais le département a été très actif. Bon, il s'avère qu'il y avait un problème de sécurité qui s'est imposé à nous, et de fait, l'ouverture donc a été différée, mais c'est chose faite pour l'été prochain. Non, que c'est pas fini. Oui, tout à fait, j'entends. Autre chose, la Col Saint-Michel, sur la RD 908-955, de la Col Saint-Michel à Anote, 931 000 € quand même, d'engagés en termes de travaux. Le pont de la Baume, 194 000 €. Et puis sur la RD 952 de Castellane à la Palue,
1 327 000 de programmes divers, grosses réparations, de chaussées, d'ouvrages d'art, de murs, etc. Donc beaucoup. Là, il y a un sujet en cours. Et il y a un sujet en cours, oui, tout à fait. Bon voilà, donc des Vous les réglez financements à la clé provisoirement. au niveau des routes sur ce canton. Merci Madame la Vice-Présidente. Madame la Présidente, je vous invite à poursuivre sur le thème des collèges. Alors, je parle fort. Hein. Sur le thème, merci. Sur le thème des collèges, il y a de quoi dire ici, puisqu'il y a 3 collèges. Mais honnêtement, je trouve que les collèges qui sont sur votre canton sont très entretenus. Et je ne dis pas ça parce que nous avons entretenu, je dis qu'ils ont été entretenus vraiment très régulièrement et qu'ils sont en très très bon état. Vous savez, donc, je disais que les collèges sont de notre compétence. Et quand nous sommes arrivés, nous avons créé le plan 100% collège. Avec ce plan 100% collège, il prévoyait 2 choses. Premièrement, les tablettes numériques pour l'ensemble des collégiens. Et deuxièmement, la cuisine, l'alimentation qui respecte la loi Egalim et donc qui utilise des produits locaux et des produits bio. Donc aujourd'hui, nous avons sur un certain nombre de collèges respectés, nous arrivons à respecter, mais on est encore très en dessous de l'attendu pour la loi Egalim, mais nous y travaillons. Et bien sûr, nous devons impérativement faire en sorte que cette loi soit respectée. C'est aussi l'avenir de l'agriculture, cette loi, vous le savez bien. Alors juste pour rappel, 3,13 millions investis dans l'entretien et l'amélioration du collège multisite du Verdon. Quand je disais qu'il est très bien entretenu, il n'empêche quand même que nous avons investi beaucoup d'argent depuis notre arrivée, dont 1,75 million, c'était ça l'erreur, 1,75 million investi dans la construction du gymnase de Saint-André-des-Alpes. Alors là, c'est pas 1,9 million qui devrait venir aussi au financement d'une halle des sports à Anote, ça a été voté. Donc ça fait 2 très très beaux projets pour nos collégiens et pour les associations. Parce que ces collèges, ces gymnases, nous intervenons parce que les collégiens les utilisent, mais c'est avant toute chose votre population et vos associations. Depuis le début du mandat, depuis 3 ans sur votre territoire, c'est 420 tablettes distribuées aux collégiens. Et juste pour mémoire, c'est 17 emplois, 17 agents au collège du Verdon, sur les 3 sites. Donc chaque fois que vous le verrez sur les... Au niveau de la culture avec les collèges, on a donc voté il y a 2 ans une dotation supplémentaire pour le transport. Donc depuis 3 ans, donc chaque collège rural, à part les 3 collèges ici dans le secteur, sont dotés de 1 500 € de dotation supplémentaire afin de faciliter le transport des élèves dans les lieux culturels du département. Et on le voit chaque année, les Quinçons, Salagon, les musées de Salagon ou d'autres sont plus souvent servis par nos collégiens qu'auparavant. Ça vient en plus de leur dotation. On a également, chaque année, au niveau de la culture et pour les collèges, on fait une réunion de l'ensemble des principaux des collèges du département et pour leur montrer l'offre culturelle. Et chaque année, ça se passe dans un musée. Cette année, ça sera au musée de Salagon. On accueillera l'ensemble des principaux des collèges et des proviseurs de lycée également du département. Et chaque association, chaque personne présentera son billet et repartiront avec un agenda culturel, un agenda 100% culture. Théâtre au collège, on en parlait, le département subventionne des actions de théâtre ou de cirque au collège. Pour ce collège multisite, en fait, on paye pendant une semaine, donc vous avez vécu une semaine de théâtre au collège la semaine dernière, et l'association, la troupe professionnelle qui est intervenue pour le discours, si je m'abuse, à savoir la troupe L'Armonote, est payée par le département. Puis puisqu'elle a tout dit, je n'ai rien à dire. Je suis désolée. Merci Monsieur le Conseiller. Madame la Présidente, je vous invite à aborder la solidarité et la santé. Alors ça, vous le savez, c'est le morceau le plus important en termes de budget, puisque c'est plus de 100 millions d'euros qui sont alloués
à la solidarité et à la santé, donc 300 millions d'euros sur 3 ans, puisqu'on est en mi-mandat. Concernant l'enfance, c'est 29 millions d'euros par an, soit 26% du budget, et nous soutenons 1400 enfants tous les mois, donc au titre de l'ASE, des aides maternelles, etc. Et bien entendu sur les maisons d'enfants spécialisées. Pour l'insertion, c'est-à-dire le RSA, c'est aussi 29 millions d'euros par an, soit 26%. Alors nous avons engagé en début de mandat le service public, le service d'insertion par emploi, c'est-à-dire qui nous a permis de mettre en synergie les allocataires de RSA et les entreprises. Cela nous a permis quand même de diminuer de 7,5% le nombre d'allocataires de RSA depuis 2021. Alors, vous direz c'est peut-être peu, mais à la fois c'est déjà beaucoup. Ce sont 4500, à peu près 4000 allocataires de RSA sur le département. Alors, nous avons discuté il y a très peu de temps et nous avons réuni l'ensemble des présidents de commissions locales de l'insertion. Il a été décidé de modifier quelque peu les critères, de renforcer les contrôles et de renforcer les sanctions. Parce qu'on s'est aperçu en fait qu'un certain nombre d'allocataires de RSA étaient allocataires de RSA depuis très très longtemps. On sait qu'il y a des gens qu'on n'arrivera pas à remettre à l'emploi. Ça on le sait, c'est à peu près un tiers des allocataires. Toujours est-il qu'il faut quand même que nous intervenions partout pour aider les gens à plus d'autonomie. Et nous savons que ça demande un investissement très important. J'ai entendu que le gouvernement apparemment se penchait aussi sur plus de contrôle et plus de sanctions pour le RSA. Je pense que nous devrions arriver à modifier un peu la donne. Je vous donne un exemple. Nous avons, vous savez, nous permettons de cumuler le RSA avec les employés de service. Ça, il n'y a pas photo. Je pense que les gens qui sont employés de service, qui sont souvent sur des temps partiels, ils ont besoin qu'on les aide un peu plus. Par contre, on a des gens qui sont auto-entrepreneurs, depuis longtemps, et qui aujourd'hui, à partir du moment où il faut plus de 17 000 euros par an pour l'auto-entreprise, continuent à percevoir le RSA. Donc moi je dis, soit ils ont réussi à avoir une entreprise au bout d'1 an ou de 2 ans, une entreprise qui fonctionne, soit on ne pourra pas continuer à donner le RSA. Il vaut mieux qu'ils aillent se chercher du travail et qu'ils aient un salaire complet. Idem pour les agriculteurs qui sont aidés aussi et qui pendant des années ont bénéficié du RSA sans contrôle et soit on a une exploitation qui fonctionne, soit là encore, je crois qu'en plus on recherche beaucoup d'employés agricoles, je pense qu'ils auront sans difficulté la capacité de trouver du travail. Je veux dire, on ne peut pas... Moi j'entends qu'on puisse avoir des problèmes, hein, j'entends que les gens, occasionnellement, il y a des parcours de vie qui font qu'on est coincé, qu'on a vraiment de très gros problèmes. Mais le RSA, il n'est pas là pour vous porter toute la vie. Le RSA, il est là pour venir en aide à un certain moment. L'autonomie, c'est ce qui est le plus important au titre du social. C'est 53 millions, c'est-à-dire à peu près la moitié, hein, qui se partagent de façon quasi identique entre les personnes âgées, notamment l'APA, et les personnes en situation de handicap. Sur le canton de Castellane, on travaille bien sûr en collaboration parfaite avec les acteurs sociaux de la santé, de l'emploi du territoire, et nous avons un excellent partenariat avec le service social de Saint-André-les-Alpes, et ça se passe très très bien. Sur l'enfance, juste un petit retour, notamment sur ce canton. 234 consultations médicales sont réalisées pour les enfants de 0 à 6 ans, et les familles peuvent également rencontrer des sages-femmes, des infirmières. Concernant le suivi en milieu scolaire, nous sommes un des rares départements à prévoir une intervention du médecin chaque année auprès d'une centaine d'enfants en maternelle. Sur l'insertion, sur le canton, 300 allocataires de RSA, suivis et accompagnés chaque année.
Et sur l'autonomie, près de 400 bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie. Vous voyez que c'est une communauté de communes qui effectivement nécessite aussi l'intervention du département pour les personnes âgées et les personnes en handicap. Voilà ce que je voulais vous dire, je ne vais pas être plus longue. Sachez que le service social des solidarités, je pense que c'est le plus technique, c'est le plus difficile et c'est surtout celui aussi sur lequel nous sommes peut-être le moins visibles. Les gens connaissent la part, mais ils ne savent pas que c'est le département qui distribue. Merci Madame la Présidente. Je vous invite à poursuivre sur l'attractivité du territoire. Ça va pas ce soir. Quand tu ne veux pas parler. Pardon. Alors, on s'est employé depuis que nous sommes là à agir concrètement pour mettre en lumière nos territoires et faire vivre des lieux où il fait bon vivre. Investir et aussi venir en vacances. Mais pas que. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous avons atteint un chiffre important, puisque chiffre clé, année record pour les Alpes pour 2024, année record, 10,4 millions de nuitées touristiques. Vous voyez qu'on a vraiment atteint un chiffre excessivement important, avec 2,5 millions de touristes, et ce qui est encore plus important, c'est que ça représente 750 millions de retombées économiques. Comment nous sommes arrivés à faire connaître un peu mieux notre département? D'abord, nous sommes présents au Salon international de l'agriculture. Ça a été une démarche volontariste. Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui ont eu la chance de venir à Paris au Salon de l'agriculture savent comment ça fonctionne et quels sont les retours que nous avons. Et je vous garantis que grâce à ce salon, nous avons réussi à faire connaître notre département. Moi, pendant des années, j'allais au salon, seul département non représenté, le département des Alpes de Haute-Provence. Et je me disais, c'est pas possible que les départements des Alpes de Haute-Provence ne soient pas, avec tous les produits et les bons produits que nous pouvons fournir, quel dommage. Donc nous l'avons mis en place. Et sincèrement, les gens viennent nous rencontrer, ils viennent voir où se trouvent les Alpes de Haute-Provence, parce qu'il y avait même ce problème-là, c'est qu'ils ne savaient pas forcément où se trouvaient les Alpes de Haute-Provence. Donc aujourd'hui, honnêtement, je crois que grâce à ça, on a vraiment été porteur de notoriété pour ce département. Dans la salle, là, il y a un monsieur, mais il est parti. Ah non, il y a pas au fond. Il y a un monsieur qui est le pilier du salon de l'agriculture. Eric. Il monte, il démonte, il est présent toute la semaine. Je vous garantis que si nous n'avons pas Eric, c'est compliqué. Nous avons aussi participé au passage de la flamme olympique, et ici vous l'avez vu passer, et notamment à Colmar-les-Alpes. Nous avons, bien sûr, nous avons eu le Tour de France, et nous avons mis en place, pour ce qui concerne les sportifs, une team qu'on a appelée la Team Irrésistible, qui est la team départementale, constituée de sportifs de haut niveau, qui est aujourd'hui constituée d'environ 50 sportifs, qui ne cessent de s'agrandir, et nous avons des sportifs qui tous les jours nous ramènent des médailles. Et nous avons champion de France, champion d'Europe, vice-champion du monde encore hier, je crois. Donc c'est vraiment, je crois, une véritable réussite. Et puis, avant de laisser la parole à Alain, cette fois je ne vais pas me tromper, le département est là pour que la culture soit partout. 84 associations soutenues en 2021, 125 en 2024. Monsieur Delson, je vous en prie. Ah, quand même. Au-delà de ces chiffres de 84 et 125, on peut dire que sur le département en 2021, c'était 768 000 € de subventions, tout compris au niveau des associations. C'est quand même pas rien. Et par contre, en 2024, elle va m'engueuler parce qu'on n'a pas baissé. Sur 125, c'est 1 186 360 € de subventions aux associations. Ce qui n'est pas neutre quand même. La flamme olympique, la présidente en a parlé, elle est passée à Colmar dans le cadre de l'attractivité. On a lancé également le magazine L'Alpe au refuge du Col d'Alos le 5 septembre 2023.
Le lancement de la saison d'hiver le 15 décembre 2023 à la Foudalos et celui de la saison d'été 2024 le 4 juin à Hanotte à Entrevaux avec le train à vapeur. On a un passage régulier du rallye de Monte-Carlo sur le territoire, c'est vrai. La team irrésistible, on en a parlé. Quant aux réalisations que nous avons fait, on a la création de l'atelier de transformation végétale, la Respelido à Hanotte, qui a quand même, les VCC ont mis 25 000 €. Ce qu'il faut savoir, vous rendez-vous compte de l'impact que ça a eu quand on a pu transformer les châtaignes de la région d'Hanotte, Fugeret et de Méaille ou d'ailleurs à côté, et de Bro, alors qu'ils allaient les faire transformer en Ardèche régulièrement. Donc l'impact carbone a été valorisé. Vous savez que nous avons 4 villages et cités de caractère dans notre canton, ce qui est quelque chose d'exceptionnel, puisque nous en avons 15 dans le département. Les 4 villages et cités de caractère sont donc Castellane, Hanotte, Entrevaux et Colmar-les-Alpes, bien entendu. Les VCC, donc j'en suis un peu fier parce que j'en suis le président du syndicat mixte des villages et cités de caractère. Le but de ces villages, c'est d'entretenir aussi les villages anciens, les centres anciens. Donc on attribue des subventions aux particuliers qui rénovent les façades et toitures dans ces centres anciens. Si on peut parler d'un chiffre de 241 000 € de subventions depuis 2021 sur les particuliers, sachez que ça a engendré 2 950 000 € de travaux sur ces villages, réalisés la plus grande partie du temps par des artisans locaux, ce qui est quand même pas rien. On a travaillé également sur la sécurisation de la citadelle d'Entrevaux. Notre-Dame-du-Roc, depuis pas mal de temps, on a fait trois dossiers là-dessus pour un total de 23 500 €. La réhabilitation de la chapelle de Vérimande à Hanotte pour 46 700 €. Et à Colmar-les-Alpes, donc dans ce cadre-là, les villages et cités de caractère, on a travaillé cette année sur une foire artisanale franco-italienne. Et j'ai l'avantage de vous annoncer que 80 maîtres artisans, et uniquement des maîtres artisans, seront présents le 27 et 28 septembre dans Colmar-les-Alpes pour vous montrer un peu ce qu'ils savent faire de mieux, ces maîtres artisans. J'en ai une d'ailleurs qui est ici, qui me fait coucou, qui était avec moi au Salon du patrimoine culturel à Paris. Et je te remercie d'être présente ce soir. Et donc il y a effectivement... Comment? Et voilà, moi je ne suis pas allée cette année. Bah ouais, mais c'est bon. Et donc à l'issue de ça, donc le 27 et 28 septembre, on est donc travaillé avec l'Italie, avec notamment Aoste, le valet d'Aoste, et puis Eric qui va me le dire sur la formation des artisans d'art. On est allé à Dronero également. On aura donc des Italiens et des maîtres artisans d'art de l'ensemble de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et cette foire sera en relation par un partenaire très important avec la Chambre des métiers et de l'artisanat du 04 et celle de la région. Je pense en avoir terminé. On a travaillé beaucoup, la présidente vous l'a dit, la culture pour tous et partout. On travaille beaucoup sur la culture et partout, et je pense que dans ce canton ici, on est quand même assez... On travaille beaucoup sur la culture dans ce canton et on y travaille très bien, Maurice. Merci, monsieur le conseiller. À présent, pour aborder l'aménagement du territoire, j'invite à s'exprimer Michel Dalmasso, vice-président délégué à l'aménagement du territoire et aux aides communales. Bonsoir à tous et à toutes. Je vais vous parler un peu des aides aux communes. Quand nous sommes arrivés en 2021, donc nous avions à gérer un contrat de solidarité territoriale qui est destiné aux communes. Donc c'est un contrat sur lequel il y avait une enveloppe de 17 millions d'euros et on retrouvait dans ce contrat tout ce qui touchait à l'aménagement du territoire, à l'eau, à l'habitat, un peu tout, et c'était très compliqué, d'autant plus que dans le contrat il était prévu qu'à la signature du contrat, tous les dossiers pour la période de 3 ans, c'était un contrat 2021-2023, il fallait que tous les dossiers soient inscrits. C'était compliqué pour les collectivités d'avoir déjà, lorsqu'on était élu, une vision sur les projets de la commune.
Donc ce contrat, on l'a géré, et depuis l'année dernière, donc le nouveau contrat 2024-2027, alors juste par rapport à l'ancien contrat, c'est qu'il y avait une enveloppe de 17 millions d'euros dans ce contrat-là, destiné aux communes pour le département, 9 millions sur l'aménagement et 8 millions sur la partie eau assainissement. Dans le nouveau contrat qui a été signé en 2024, donc on a voulu être un peu plus volontariste et on a essayé d'être un peu plus près des collectivités pour pouvoir les aider dans le portage de leur dossier. Donc quand je dis volontariste, avec la présidente, nous avons souhaité quand même être plus près de vous et on a mis 1 million d'euros de plus sur l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que le contrat qui a été signé en 2020, non, sur le contrat on a mis 10 millions d'euros. C'est-à-dire 1 million de plus que sur le précédent, sur la partie aménagement. Voilà, sur l'aménagement. Et sur la partie eau, donc ça on en parlera un peu plus tard, donc c'est 3 millions d'euros par an sur les 3 ans qui arrivent. Du coup, on a travaillé avec les collectivités, je me suis déplacé à plusieurs reprises, mon cher Maurice, et nous sommes venus sur votre territoire, tout en sachant que sur votre territoire, sur les 41 communes, c'est 1,5 million d'euros qui a été affecté pour les 3 ans. Et on s'est aperçu très rapidement, mon cher Maurice, que des contrats, il y en avait à foison, puisque dès la première année, donc on avait énormément de contrats. Et lorsque nous nous sommes rencontrés, il y a peu de temps, pour la clause de revoyure, le deuxième plan qu'on va signer, vous avez quasiment consommé toute l'enveloppe. Donc 1,5 million d'euros pour la période 2024-2026 sur des projets très structurants pour votre périmètre. Donc, vous êtes sur un territoire très actif et on peut qu'en se féliciter. On vous parlera de l'eau un peu plus tard avec Madame la Présidente, vous en parlera. Donc ça, c'est pour la partie contrat de solidarité. Bien évidemment, il y a aussi les aides que vous connaissez tous, qui est le FONAP. Là aussi, on a voulu être très proche de vous en montant cette enveloppe, puisqu'on a monté plus de 15% d'enveloppe, ce qui a permis aux petites collectivités, surtout destinées aux petites collectivités d'ailleurs, de pouvoir proposer des investissements directs tous les ans. Donc vous avez une enveloppe qui vous est dédiée tous les ans pour pouvoir investir rapidement sur vos projets. Voilà, donc en parallèle de ça, vous avez aussi le dispositif des amendes de police qui est piloté par les conseillers départementaux, vos 2 conseillers favoris. Donc c'est une enveloppe importante parce qu'aussi ici vous avez un territoire très vaste, mais vous avez beaucoup de routes. Donc l'affectation de l'enveloppe qui nous est donnée par l'État, par la préfecture, est calculée sur le kilométrage des routes. Et donc vous faites favoriser une enveloppe plutôt importante. Voilà par rapport aux aides des communes, ce que je peux vous dire. Et ici, donc on est sur un territoire très actif. Merci. C'est très important, comme le disait Michel, puisque sur les amendes de police, effectivement, c'est pas parce qu'on roule vite dans notre départ, dans notre canton, c'est pas la peine, on peut pas rouler vite chez nous. Mais c'est quand même cette année, en 2024, c'est quand même 23 communes qui ont bénéficié des amendes de police pour un montant total de 184 000 euros. Donc je dois vous parler de l'eau. Alors vous avez compris, Michel vous a expliqué, dans le précédent contrat, il y avait tout. Il y avait les projets communaux ou intercommunaux, mais il y avait aussi l'eau. Tout était dans le même contrat. Donc nous avons tout dissocié, ce qui fait qu'au titre de l'eau potable et de l'assainissement, nous avons des lignes budgétaires spécifiques et nous avons mis en place des dispositifs qui nous permettent d'intervenir tant sur l'eau potable que sur l'assainissement. On a aussi, bien sûr, je dois vous parler un peu aussi peut-être de la fibre, même si on se plaint de la qualité des travaux un peu partout, il n'empêche que ce sont quand même 98% de logements et entreprises du territoire qui aujourd'hui sont couvertes par la fibre, et donc c'est une grosse amélioration de l'accès au très haut débit. Avant de vous parler du soutien à l'agriculture, juste un mot parce que Michel ne le dit pas. Michel est président de IT04, les maires savent ce que c'est, IT04. Nous avons beaucoup renforcé IT04, nous avons permis l'embauche de plusieurs agents supplémentaires, techniciens supplémentaires, dont notamment sur les économies d'énergie, et ça fonctionne plutôt très bien, c'est Michel qui gère ça. Alors, un mot peut-être sur notre agriculture, j'enchaîne. Quand nous sommes arrivés,
il n'y avait pas de ligne agricole. Il y avait une participation à la Chambre d'agriculture et il y avait, je crois, un dispositif qui permettait d'accéder à l'agriculture. Vous savez que depuis la loi NOTRe, le département n'a plus la compétence à l'agriculture, c'est la région qui a la compétence à l'agriculture. Et moi, quand je suis arrivée, je dis c'est pas possible, nous sommes dans un département très rural, un département agricole et un département d'élevage. On ne peut pas se contenter de ce que on nous impose. Donc on a négocié la convention avec la région qui nous permet aujourd'hui d'intervenir aussi au niveau de l'agriculture. Donc c'est 6,3 millions d'euros qui sont alloués à l'agriculture, à la gestion de l'eau et à la préservation de la forêt. On a en même temps développé le plan alimentaire territorial et nous avons mis aussi en place des dispositifs pour la rénovation des cabanes pastorales afin de soutenir l'élevage en montagne. C'est pareil, aucun dispositif pour une cabane pastorale alors qu'il y a 150 cabanes pastorales sur le département à rénover. Donc nous avons mis en place des dispositifs qui permettent de venir en complément des financements de l'Europe. Et donc bien sûr pour les privés et les groupements pastoraux c'est important et c'est vraiment je crois un gros plus. On a partagé, on a travaillé en partenariat complet avec la région, l'État et le département. L'État vient compléter les financements de la région, parce que nous n'avons pas le droit, et nous venons compléter les financements de l'Europe. Et puis bien sûr, avant de passer la parole à Magali, on a aussi beaucoup d'argent sur les territoires de montagne, mais ça, on va vous en parler plus en détail. Je passe de ce pas la parole à Magali. Je n'ai pas le micro, je vais me lever, pardon, Président. Juste 2 chiffres en matière d'aménagement. C'est ça. Pour compléter ce qu'a dit Michel, au niveau du canton, il y a eu la réhabilitation de l'îlot du Théon à Castellane pour 106 000 €. Et puis une subvention de 350 000 € pour la salle culturelle du nouveau siège de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon, qui est d'un intérêt supracommunal. Et donc, bientôt un nouveau siège qu'on aura le plaisir de voir sur Saint-André-des-Alpes. Alors, l'aménagement, c'est aussi la montagne. La montagne, c'est un dossier important pour le département. D'ailleurs, dès que la présidente a été élue, j'ai plaisir à rappeler ce fait, parce que n'oublions pas que la présidente est arrivée de la région, elle était vice-présidente de la région. Oh, elle aurait pu être présidente même, ça aurait été une belle ambition. En tout cas, elle était vice-présidente à la région, et elle a dit il n'est pas possible que dans ce département des Alpes-de-Haute-Provence, il n'y ait pas une délégation à la montagne. Alors voilà un petit peu tout ce qui a été fait au niveau de la montagne. En cohérence avec l'ambition d'affirmer la place de la montagne dans les différentes stratégies du département, ce dernier s'est positionné comme courroie de transmission et coordinateur de 2 dispositifs intervenant au bénéfice des territoires. Le premier dispositif, on le connaît, c'est le contrat 2030 Région Sud, pour lequel le département a coordonné la candidature de l'ensemble des collectivités et des établissements publics de montagne en vue de proposer à la région une stratégie unique. Il nous semblait important qu'on puisse, vis-à-vis de la région, se montrer unis. Donc le département a été cette courroie de transmission. Pour l'heure, c'est plus de 3 190 000 € de subventions régionales qui ont été votées au profit des territoires des Alpes-de-Haute-Provence. Alors il y a déjà des premiers projets qui ont été subventionnés, 382 500 la tranche 1 des Chauvets, le bike park à Alos pour plus de 201 000 €. Le SMVA a été subventionné sur l'optimisation et le réseau de neige de culture pour plus de 300 000 €. Tout le monde sait ce que c'est le SMVA. Syndicat mixte du Val d'Alos, pardon. Oui, effectivement, autant pour moi. La communauté de communes Alpes-Provence-Verdon a reçu les 156 000 pour le site de Ratéry pour la tranche 1 et 56 000 pour la tranche 2. Et bon, voilà déjà pour ce qui est de ce premier contrat. Le deuxième dispositif, c'est Avenir Montagne Ingénierie. Ça donne lieu à un observatoire de l'immobilier de loisirs. Ça aussi, ça a été une volonté forte du département.
Le département était chef de file aux côtés des 3 intercommunalités de montagne de ce département. Il a piloté un observatoire de l'immobilier en montagne qui retient 2 entrées. Une première entrée quantitative, pour recenser le nombre de biens, la superficie, les années de construction, et une deuxième entrée plus qualitative, quel usage les propriétaires font de leurs biens, quelles sont leurs attentes, vaste question. La finalité de cette action, c'est l'embauche d'une personne à venir dans le cadre de Avenir Montagne et Ingénierie, et puis c'est la construction d'une plateforme de services à destination des propriétaires qui mettent en œuvre, pour mettre en œuvre une politique d'incitation à la mise en marché. Et ça, c'est très important. Dans nos stations, on n'entend que ça. Les lits froids, les lits froids, les lits froids. Les lits froids, ce n'est pas de chiffre d'affaires à la sortie. Donc, forcément, c'est une action qui nous intéresse beaucoup. Et puis, il y a le contrat station départementale. Vous le savez, hein, et je crois qu'on l'a suffisamment entendu. Quand on n'est pas dans le syndicat mixte de l'espace lumière, comme la FOU et Pralou, quand on n'est pas dans le syndicat mixte du CENUS, et qu'on s'appelle station de Chabanon, Col-Saint-Jean, Le Soz, Sainte-Anne-la-Condamine, qu'est-ce qu'on peut faire? Que fait le département pour nous? Alors c'est comme ça qu'on a lancé le premier contrat montagne départemental pour accompagner les stations dans leur développement, et stations pour lesquelles qui ne bénéficient pas d'une aide directe du département. Alors quand même, il fallait répondre à des critères de diversification, d'innovation pour répondre à cet AMI, à cet appel à manifestation d'intérêt. Il fallait respecter les principes de complémentarité et de mutualisation à l'échelle des vallées. C'est un dispositif de 2 millions d'euros qui a été déployé et qui ont été attribués. Alors bon, déjà dans la première vague, nous n'avons pas répondu, bien sûr, puisque vous l'avez compris, le département aide les stations du Val d'Alos. Donc dans la première vague, c'est des stations de La Blanche et de l'Ubaye qui ont répondu. Mais il y a une deuxième vague qui sera clôturée le 30 septembre 2025. Et je crois que la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon a déjà répondu pour un projet sur Atterri, sur la commune de Colmar. Et puis on arrive à un titre qui s'appelle « Porter le dossier majeur de l'espace lumière ». Très ambitieux. Je ne vous cache pas que ça, c'est un projet qui est très très ambitieux. Moi, je voulais vous dire 2-3 mots sur la montagne et sur les domaines reliés. En termes d'emploi, pour le massif des Alpes du Sud, ce sont 15 000 emplois qui sont générés par l'ouverture des domaines skiables, dont 3 000 dans les Alpes d'Haute-Provence. En termes d'économie, dans les Alpes d'Haute-Provence, ce sont 2393 établissements qui sont concernés de près ou de loin par l'activité des stations des 3 vallées alpines. Le chiffre d'affaires de ces établissements étant de 371 millions d'euros. Le changement climatique, c'est un défi important pour les stations de montagne et ces stations, elles ne doivent pas le relever seules. C'est un levier de développement économique pour les territoires. Et si jamais nous n'avions pas de domaine relié, parce qu'on peut se poser la question, beaucoup d'entre nous disent l'espace lumière, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça peut devenir, il n'y a plus de neige, quelle est l'ambition de cet espace lumière? Alors, juste quelques chiffres aussi. Un domaine qui n'est plus relié, ça a été le cas, je suis allée chercher chez mes collègues, comme les stations de Vars-Risoul. Une station qui ne s'entend plus, qui n'est plus reliée, où il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas d'espace lumière ou d'espace autre, en tout cas de domaine commun. C'est moins 15% des ventes remontées mécaniques, c'est une baisse de plus de 25% de réservations chez les hébergeurs des 2 stations, c'est jusqu'à moins 50% dans les restaurants d'altitude. Et puis c'est la suspension aussi de toute subvention, et notamment régionale. Parce que quand vous montrez, vous avez vu dans tous les dispositifs régionaux et autres, qu'est-ce qu'on nous demande? De nous entendre, de faire des choses complémentaires, de mutualiser, d'avoir de l'ambition et d'être excessivement complémentaires. Donc aujourd'hui, quand même, pour rappel, quelques chiffres. Le département il est présent dans les 2 syndicats mixtes de l'espace lumière, regroupant la FOU et Pralou, et le syndicat mixte du CENUS, qui a été créé le 1er mai 2024. Sur la période 2021-2024, c'est plus de 5 millions
d'euros qui ont été versés par le département aux syndicats en fonctionnement et près d'1 million versés en investissement. Donc je crois que la présidente vous le dira mieux que moi, dans les projets d'avenir, l'espace lumière est dans les tablettes, quoi qu'il en soit. Et puis l'aménagement d'un département, ce n'est pas que de l'aménagement de construction, c'est aussi dans le cadre des politiques publiques. Et il me tenait à cœur de vous présenter ce dispositif, parce que le département a mis en place un soutien à la mobilisation des financements européens, et ce dans le cadre de la programmation européenne 2021-2027. À quoi elle sert cette aide? C'est pour donner une information ajustée aux spécificités du territoire et ciblée, proposer un appui au montage et au dépôt de dossiers européens. Alors ça aussi, je le dis toujours avec beaucoup de vigueur, dans les services, dans notre collectivité au département, la présidente, qu'est-ce qu'elle dit? Quand on arrive et qu'on a différents services, ont des projets d'investissement menés par, bien sûr, les conseillers départementaux et vice-présidents, la présidente a dit, vous allez chercher des subventions à l'Europe. C'est clair. Un projet qui n'est pas subventionné, ce n'est pas un projet qu'on peut assumer. On va chercher des financements à l'Europe. Et c'est très compliqué d'aller chercher des financements à l'Europe, de monter des dossiers, etc., etc. Et c'est encore moins à la portée de nous, petites communes. Alors le département, voilà ce qu'il vous propose. Il vous propose 2 niveaux d'intervention. Le niveau 1, c'est porter l'analyse de l'éligibilité potentielle de votre projet avec la rédaction d'une note d'aide à la décision. Le niveau 2, il consiste à apporter un accompagnement individualisé au montage de projets européens et au dépôt de dossiers. En fait, ce deuxième niveau propose un appui renforcé dans la phase du montage du projet afin d'optimiser les conditions de réussite, parce que c'est très difficile aussi de bien présenter un dossier à l'Europe. On formalise le dossier, on fait l'étude et la proposition d'un plan de financement, on fait l'accompagnement administratif, l'aide à la complétude du dossier, au modèle de délibération, parce que ça aussi, les dossiers européens, ils sont excessivement pointilleux, et puis un appui aux porteurs de projets dans le cadre de la plateforme numérique dédiée. Qui peut y prétendre? Les communes et les EPCI, toutes les communes, et surtout les petites communes. Et comment en bénéficier? Les porteurs devront saisir le service territoire Europe du département et l'information sera portée sur le site du département. C'est-à-dire que vous pourrez aller voir sur le site du département tous les appels à projets européens et puis vous pourrez voir si votre commune peut y accéder et si ce projet vous intéresse, prendre contact avec les services du département pour tout ce qui est du montage de dossiers, etc., la délibération, la note, etc., jusqu'à ce que vous puissiez toucher la subvention, donc le dossier final de subvention sur l'Europe. Voilà pour le dispositif aménagement montagne et Europe. Merci Valérie. Merci Madame la Vice-Présidente. Madame la Présidente, je vous invite à poursuivre sur la protection sanitaire et la sécurité des personnes. Merci. Je vais être bref, je vais vous parler un mot des pompiers. Les pompiers, évidemment, nous avons des casernes de 40 casernes de sapeurs-pompiers partout sur le département, qui toutes n'étaient pas en état très correct, il faut le dire. Certaines étaient très vétustes. Donc quand nous sommes arrivés, d'ailleurs les pompiers n'étaient pas contents. Pour ceux qui passent sur la route nationale 85, ils pouvaient voir souvent sur le centre de Digne pompiers en grève. Ça a duré pendant des mois et des mois et des mois. Donc quand nous sommes arrivés, nous avons apporté tout de suite une contribution très importante à destination des pompiers, puisqu'on a proposé 10 millions d'euros, 7 millions qui vont sur l'investissement des casernes et 3 millions qui vont sur les équipements. Donc aujourd'hui, nous avons consommé déjà une grosse partie de cette enveloppe, puisqu'il y a une caserne qui est terminée, qui a été construite, neuve, et terminée, celle de Valençol, que nous avons inaugurée il n'y a pas longtemps. Et nous avons quand même plusieurs casernes qui sont en cours de construction, plus la plateforme logistique de Digne, qui est aussi en construction, et même plus que ça, puisque j'ai vu qu'elle était pratiquement à la toiture en passant. Donc voilà, c'était la priorité. À côté de ça, nous avons aussi souhaité être présents et intervenir beaucoup plus
sur l'indemnité qui est versée aux pompiers. Les pompiers, ce sont des gens qui font, en général, enfin chez nous en particulier, 1500 pompiers volontaires et 80 pompiers professionnels. Les volontaires, ils ont droit qu'à une petite indemnité qui était de 3% quand nous sommes arrivés, que nous avons passé à 9%, parce qu'on trouvait que c'était scandaleux d'avoir aussi peu. Nous étions le département à la fois le plus endetté de France, mais à la fois aussi qui payait le moins ses pompiers. Donc nous avons rétabli la chose. Nous avons aussi beaucoup augmenté le fonctionnement du SDIS, puisque quand nous sommes arrivés en 2021, le montant de fonctionnement versé au SDIS était de 9,7 millions d'euros, et qu'aujourd'hui, en 2024, nous sommes à 11,25 millions d'euros. Vous le voyez, on a vraiment mis l'accent sur la sécurité des personnes, et je pense que les pompiers méritent bien qu'on leur apporte cette manne substantielle. Dans le même temps, dans la sécurité aux personnes, il y a aussi le laboratoire vétérinaire départemental qui ne fonctionnait pas très bien, il faut le dire, quand nous sommes arrivés. Et donc nous avons eu du personnel en plus. Et ce laboratoire, contrairement à ce qu'on peut penser, il sert beaucoup, et il vous sert à vous aussi. Il sert pour les analyses d'eau. Donc si vous avez de l'eau potable, c'est parce qu'elle a été analysée et qu'elle est réputée propre à la consommation. Ça passe par le laboratoire départemental. Et puis, bien entendu aussi, elle sert énormément aux agriculteurs. Donc nous avons mis en place des systèmes. Déjà, nous avons demandé à l'État de payer ce qu'il nous doit. Parce que l'État nous faisait faire les analyses d'eau pour son compte et n'a jamais payé un centime d'analyse. Donc quand nous sommes arrivés, nous avons déjà demandé à l'État de payer les analyses que l'on faisait pour son compte. Donc c'est chose faite. Ce qui fait, vous en rendez compte, des recettes quand même intéressantes. Et bien sûr, nous avons mis en place des systèmes qui nous permettent d'être... Alors, on n'est pas tout à fait à l'équilibre encore, mais je ne désespère pas que nous y soyons l'année prochaine ou l'année suivante. En tous les cas, c'est un laboratoire qui fonctionne maintenant très très bien. Claude en est membre, on peut dire qu'il fonctionne très très bien. Voilà ce que je voulais vous dire sur la sécurité des biens et des personnes. Et sur Saint-André-les-Alpes, on est quand même gâté, monsieur le maire, puisque je salue le chef de centre, qui est là-bas au bout, mon cher Jérémy, qui est arrivé il y a 2 ans. Il est arrivé il y a 2 ans, et la construction de l'extension de la caserne, dont on parlait à peu près depuis 25 ans, c'est lui qui va l'inaugurer cette année, en 2025. Et avec Serge, on a eu l'avantage quand même de percevoir deux nouveaux véhicules PSAB au niveau du SDIS, pour Saint-André-les-Alpes. Est-ce que tu voulais dire? Je confirme, oui. Madame la Présidente, je vous invite à évoquer les projets d'avenir du département. Voilà, avant de vous donner la parole, je voulais faire un petit focus sur les quelques projets d'avenir qui vous concernent. Je vais revenir un instant sur ce qu'a dit Magali et compléter peut-être pour l'espace lumière. Pour l'espace lumière, quand nous sommes arrivés, il y avait un master plan qui datait de X années et qui n'avançait pas. Donc on s'en est emparé vraiment, on l'a porté à bras le corps et nous avons réussi à créer, à amener la fusion des 2 stations Pralou et la Foudalos en vue de la création de ce qu'on appelle l'espace lumière, c'est-à-dire la liaison entre Pralou et la Foudalos. Pourquoi on s'est engagé là-dedans? Parce que le master plan montre très bien qu'il fallait que nous augmentions les chiffres d'affaires et que si nous n'augmentions pas les chiffres d'affaires, nous ne pourrions pas continuer à faire vivre ces stations, sauf parce que la communauté de communes et le département continuent à y mettre beaucoup d'argent. Cette année, pour la première fois, nous sommes sortis un excédent, pour la première fois. Donc ça veut dire que ça fonctionne bien, et je salue le responsable d'exploitation de la Foudalos, parce que je crois que les retours cette année sur la Foudalos sont excellents. Et donc merci du travail accompli. On a inscrit au budget, on a prévu au budget pour la réalisation de l'espace lumière 38 millions d'euros, dont 10 millions sont déjà acquis par la région, 10 millions par le département. La Banque de territoire viendra aussi en complément, et bien entendu les 2 communautés de communes concernées seront appelées aussi au financement.
Cet espace lumière, il a pour vocation de ne pas rester syndicat mixte, donc d'être toujours sous la responsabilité du département ou de la communauté. Cet espace lumière, il a vocation à être géré par des professionnels de la montagne qui sauront le développer et qui sauront faire monter le chiffre d'affaires. Il y a un impératif pour ça, c'est la création de lits chauds et donc la mise en place d'hébergements. On a prévu donc un hébergement de chaque côté, un hébergement côté Pralou et un hébergement côté La Foudalos. Nous sommes propriétaires de terrains qui peuvent servir à la construction d'une hôtellerie de qualité qui fait défaut aujourd'hui, que ce soit à La Foudalos ou que ce soit à Pralou. Et donc nous réfléchissons dans le même temps. On porte tout en même temps, l'hébergement et la réalisation de la liaison. Aujourd'hui, nous sommes à la maîtrise d'œuvre pour ce qui concerne la liaison, donc nous avançons plutôt pas trop mal. Et les études environnementales sont lancées. Dès que nous aurons les résultats des études environnementales, nous irons plus loin. Moi, l'objectif, c'est réaliser la liaison avant la fin 2027. Donc au plus tard 2028. Donc je pense que nous allons y arriver, en tous les cas c'est bien parti. Un mot sur le Condalos quand même, parce que vous a dit que ça serait réouvert, mais ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que ça allait coûter quand même. Vous savez que le Condalos, c'est à peu près 6 millions d'euros de travaux, et donc là c'est pareil, nous engageons bien entendu le département dans la réalisation de ces travaux très très conséquents. Je n'espère pas, je demande vraiment ce qu'on rouvre pour l'été. Alors il n'est pas impossible qu'il y ait des zones, peut-être il y aura encore de l'alternat, mais en tous les cas, ce qui est à peu près sûr, c'est que nous n'aurons pas terminé tout le chantier au titre de la sécurité, donc nous serons obligés d'y revenir. En tous les cas, l'essentiel, c'est que le Condalos soit réouvert. Et comme je me suis trompée à un note, je vais le préciser, le département apportera bien 1 900 000 pour le gymnase d'Anote. Il y en a une qui rigole là-bas. Comprenez-moi, quand j'ai dit une bêtise, j'ai dit une bêtise. Et puis, pour te faire plaisir, Maurice, la subvention pour le pont de la Reine Jeanne à Saint-Benoît, voilà des projets d'avenir à court terme. Bien sûr, puisque tout cela, c'est l'activité et le développement de votre territoire.